des conditions sociales, même économiques et sociales, de possibilité de tout jugement de goût. Alors que la représentation dominante du jugement de goût, qui est justement la représentation kantienne, bon, ne vaut que pour les dominants. C'est-à-dire la représentation dominante est que le jugement est un jugement pur, qui n'a pas de détermination externe, qui est autonome, autotélique et autonome. Et distancé. Alors que dans la réalité, c'est que il y a, oui, des conditions sociales de possibilité. Pour avoir les goûts que j'ai, il faut que je sois le produit de certaines conditions sociales. Et l'esthétique pure, alors pour prendre l'exemple le plus défavorable à ma thèse, en apparence, l'esthétique pure, l'esthétique de l'art pour l'art, l'esthétique de la forme, etc., a des conditions historiques et, on pourrait dire, pour employer la distinction, phylogénétique et ontogénétique de possibilités. Alors je m'explique, c'est-à-dire pour que quelqu'un regarde un tableau de Poussin ou de Mondrian ou de Nicolas de Staël, comme il faut le regarder selon les normes qui définissent aujourd'hui l'esthétique légitime, pour quelqu'un le regarde comme ça, il faut qu'il y ait eu toute une histoire qui remonte très loin, il faut la suivre depuis le Quattrocento. Il faut surtout la révolution du 19e siècle, enfin, en peinture, où on cesse de regarder une œuvre en fonction du sujet. Jusqu'au 19e siècle, on l'oublie, enfin juste avant Manet, les critiques étaient des gens qui disaient, voilà, c'est un tableau qui représente Phocion, et on faisait un petit cours d'histoire, et on avait tout dit du tableau quand on avait dit ce qu'il racontait. Le tableau était un récit. Ça a été une espèce de rupture extraordinaire de dire, on le regarde en lui-même, pour lui-même, pour sa couleur, pour ses formes, pour ses combinaisons. Ça c'est la première chose, les conditions historiques, puis il y a les conditions du côté de l'individu. Il faut un apprentissage du regard pur, du regard gratuit, donc des conditions familiales, des conditions scolaires, etc. Et tout ça est oublié dans la théorie du jugement pur. Est-ce que vous ne repérez pas justement, fonctionnant à l'intérieur des différents jugements de goût, les confusions faites éventuellement entre la photo d'une belle femme et la belle photo d'une femme, pour reprendre cette distinction kantienne d'ailleurs d'origine? Tout à fait, mais oui, justement, Kant, que j'ai essayé de lire un peu entre les lignes, porte, et charrie des jugements sociaux constamment. Les goûts des palais et des sens, il y a une espèce de goût inférieur et un goût supérieur, un goût pur. Il y a justement une manière impure de regarder un nu féminin, et une manière légitime, enfin, qui ne s'intéresse que à la forme, etc. Cette distinction, évidemment, est associée à certaines conditions d'existence. C'est évident que c'est au fond, moi je dis ça un peu pour taquiner mes collègues philosophes dont je suis, j'ai fait des cours aussi sur la critique du jugement, c'est une philosophie de professeur. Et du coup, les professeurs de philosophie la trouvent universelle. Voilà. Parce que c'est leur vision... C'est un universalisme qui se produit dans des conditions très particulières. Très particulières, ouais. Pierre Bourdieu, vous venez de publier un long article sur ce que vous appelez la domination masculine. Est-ce qu'il ne s'agit pas autant de la domination que tout homme, au sens sexué du terme, cherche à exercer sur un autre homme, que de la domination des hommes sur les femmes? Est-ce que ce n'est pas une double domination? Oui. En réalité, pour penser ce genre de problème à la fois presque trivial que nous avons sous les yeux à longueur de temps et
est formidablement difficile, il faut changer très profondément je pense, les manières de penser. C'est-à-dire que les formes de domination les plus fondamentales, qu'il s'agisse de la domination culturelle, qu'il s'agisse de la domination d'une ethnie sur une autre, qu'il s'agisse, je sais pas, des blancs sur les noirs aux États-Unis, qu'il s'agisse de la domination des hommes sur les femmes, etc. Toutes ces dominations sont très difficiles à comprendre parce qu'elles s'exercent en quelque sorte deux fois. Elle s'exerce à travers des contraintes objectives. Par exemple, pour l'Afrique du Sud, jusqu'à une époque récente et sans doute encore pour une grande part aujourd'hui, il y a des ségrégations, c'est-à-dire des interdits objectifs dans l'espace, des lieux séparés, des lieux sacrés dans lesquels certaines personnes n'ont pas le droit d'entrer, dont certaines personnes sont exclues, etc. Bon. Donc il y a des formes objectives. De même, encore aujourd'hui, il y a des professions où, sans que cela soit interdit, de fait, les femmes ne sont pas représentées, ne sont pas présentes, ou si elles sont présentes, c'est toujours dans des positions inférieures, dominées, etc. Bon. Alors, ça, c'est du côté objectif. Bon. Et puis, et c'est là ce qui est souvent oublié dans les analyses, je fais l'hypothèse que ces oppositions objectives, ces structures objectives, ces divisions objectives deviennent ce que j'appelle des principes de division. Des principes de vision du monde. C'est-à-dire, par exemple, la plupart des sociétés archaïques, moi j'ai beaucoup travaillé sur la société kabyle, sont organisées de manière, j'avais dit, maniaque, obsessionnelle, selon l'opposition masculin et féminin. Par exemple, la maison, c'est vrai d'ailleurs encore dans nos sociétés, la maison est un sous-espace féminin à l'intérieur du monde masculin. Il y a l'opposition maison, place publique, ou aujourd'hui maison, café. Alors, la place publique étant masculine, dans le lieu du discours, de la parole masculine, de la politique, etc. La maison étant le lieu de l'intimité, de la psychologie, de l'intériorité, de la biologie, de la reproduction, de la nature. Bon, c'est culture, nature, etc. Mais cette opposition-là, elle existe donc dans l'objectivité, mais elle existe aussi dans les structures mentales sous la forme de couples d'opposition, d'adjectifs. Il faudrait prendre des milliers d'exemples. Et l'accord entre ces oppositions objectives et les principes de division subjective fait que tout paraît aller de soi, et des choses qui devraient surprendre ne surprennent pas. Par exemple, un exemple très simple, tout à fait près de nos sociétés, la logique de la vocation. On dit ah oui, cette fille, elle n'aime pas les mathématiques, ou bien ah non, c'est une fille à Paris à Polytechnique. La logique de la vocation, qui est un des grands principes de l'élimination différentielle des garçons, des filles et des enfants de différentes origines, est un phénomène très mystérieux. Les éliminés s'éliminent, c'est-à-dire les filles, on ne les chasse pas de certaines disciplines. On ne leur dit pas de faire de la psychologie plutôt que de la sociologie. Or, statistiquement, il y a beaucoup plus de filles en psychologie, l'âme, l'intime, la maison, hein, qu'en sociologie, la politique, l'agora, etc. Bon, alors, c'est quoi? C'est que inconsciemment, comme on dit, les filles s'orientent vers ce pourquoi elles se sentent faites, elles pensent avoir la vocation, et elles pensent le faire librement. Elles pensent le faire librement, et inconsciemment, les mécanismes d'orientation, qui ne sont pas nécessairement des mécanismes opérés par des hommes, c'est des notes, c'est des sortes de choses, les poussent d'un côté ou de l'autre. Bon, et on a une espèce d'immense processus de triage qui s'appuie autant sur les structures subjectives que sur les structures objectives. Voilà. Et alors, ce principe, c'est ce que j'appelle l'habitus, voilà, c'est-à-dire, bon, c'est toujours difficile de donner en quelques mots une définition rigoureuse d'un concept complexe. Bon, disons que c'est un système de catégories, de perception, de pensée, d'action et d'appréciation. C'est ce qui fait que devant la même situation, deux personnes vont voir différemment, vont construire la réalité différemment. L'un aura une préférence, l'autre une autre. Ces habitus sont le produit de l'incorporation, on pourrait bien dire de
la somatisation, pour employer le vocabulaire psychanalytique, de la somatisation de structures objectives. Il y a la différence objective entre garçons et filles. Autrefois c'était à l'école, il y avait l'école des filles, l'école des garçons, etc. Il y a la différence objective et elle devient incorporée. Autrement dit, les filles, dans le cas particulier, collaborent, mais pas consciemment, évidemment, à travers leur corps, à travers le fait, par